Je suis fille d'artisan. Dans notre campagne picarde, je trottais petite mes sandalettes dans son sillage. Mon père, Denis Fontaine, ébéniste. Sa relation, faite d'amitié industrieuse et d'entière présence, est gravée dans ma mémoire. Hier comme aujourd'hui, l'époque essaie de l'oublier, mais l'artisan et l'intelligence manuelle traversent le temps. Salut Nicolas, tu vas bien? Bien. Bonjour. Salut. Salut. Ouais. C'est ça. US 140, ouais. 134, 134, 95. 95. Ok, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai, ton sol, ouais, je sens, ouais, tu as. C'est pas moi. Ouais. Non, c'est pas toi, de toute façon, il n'y a pas de coupable, Non, mais il y a des choses à faire. J'y suis fait, mais s'il y Ouais. avait un moyen de. Il est juste là. Voilà. D'accord, carrément direct. Ouais, puis regarde, c'est top. Alors, quand tu l'auras mis à ta pupette comme ça, c'est génial. Et alors, tu sais, moi, ce que je fais souvent quand je reprends les fentes de frais, je les fais toujours 2 dixièmes ou 3 dixièmes de millimètre plus profond pour pouvoir mettre la seringue et faire couler la colle. Surtout là, une 6 cordes, c'est hyper large, je pense, tu vois. Et puis là, tes frettes, elles sont juste dans le fond des rainures, tu auras du mal à faire couler la colle. J'y ai pas pensé, j'étais pris de l'autre côté, j'aurais dû te le dire. Et ça, j'évite ça, hein. J'évite, tu vas marquer le manche. Tu mets un montage comme ça. Des gens racontaient pour moi, tout à fait, ouais, bien sûr. Bon, un petit peu, c'était un peu le hasard des rencontres. Hein. C'est pas une recherche que j'ai fait qui m'a amené à rencontrer ces gens. C'est le hasard de la vie. Hein. Un jour, un prof de dessin m'a dit, bah tiens, va à cette adresse, tu verras, ça, tu prendras l'air, ça te changera les idées. Il y a plein de gens qui passent là le midi pour manger. Et puis donc, bah, je me suis retrouvé à travailler pendant 15 ans chez les frères Bachet, des physiciens acousticiens. Que bon, quand j'ai rencontré les frères Bachet, quelque part, ils sont devenus mes parents adoptifs. Dans le sens où j'ai trouvé chez eux ce que j'aurais voulu trouver dans mes parents. Moi j'étais là, je savais que je devais percer des trous, pourquoi je devais les percer à telle dimension, pourquoi je devais plier de telle façon une tôle, pourquoi je devais la polir, pourquoi je devais limer, pourquoi tel objet devait faire tel poids plutôt qu'un autre. Je le faisais, mais c'était à moi de comprendre pourquoi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que j'avais tout leur savoir à ma disposition pour le prendre par la queue ou par la tête, comme je voulais. Pour moi, arriver à me construire dans l'expérience qu'ils ont eue. Et j'avais leur bibliothèque qui était à ma disposition et je pouvais apprendre. Et j'apprenais à ma façon. Et puis de temps en temps j'étais un peu gavé.
avait. Alors comme il y avait plein de luthiers, de facteurs d'instruments qui venaient manger le midi, qui prenaient des nouvelles, qui racontaient le bon vieux temps, etc. Il y en avait toujours un avec qui je sympathisais. Et puis je partais 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois chez un. Et puis je faisais la répète, exactement comme chez les frères Bachet. Donc après, bon, bah, au bout d'un moment, je trouvais que ça allait. Je retournais un peu au bercail, quoi, en fin de compte. Hein. Je retournais chez les frères Bachet, qui pour moi étaient vraiment une source, une ouverture, effectivement, comme m'avait dit ce prof de dessin. C'était vraiment une ouverture, parce que c'est là où les gens convergeaient. Il y avait un nœud de relation qui était là. Et donc je pouvais rencontrer des tas de gens de tout bord, quoi. Et surtout des gens qui étaient dans le monde de la musique, qui étaient dans le monde sonore. Et ça me plaisait beaucoup. C'est bien, t'as pas mis ton doigt dans ton nez, c'est bien déjà. Pas comme toi. Il faut bien que je mette des grappes, hein. Si j'apprends quelque chose, c'est pas parce qu'un professeur est venu, m'a ouvert la bouche et m'a gavé comme moi. C'est parce que moi j'ai été sensible à un événement et que cet événement j'ai essayé de le comprendre et j'ai appris plein de choses dans l'environnement de cet événement. Et ces choses-là, dans mon environnement à moi, dans mon affectif, ce sont des choses qui résonnent. Voilà. Là, je vois bien que la fracture se ferme, puisqu'il y a une petite remontée de la colle qui perle. Je regarde avec le reflet dedans et je vois les reliefs formés par la fracture. Alors, comme l'épaisseur du bois est remplie de colle, c'est un petit peu gonflé. Et il faut que moi, j'ai le coup d'œil, l'expérience de voir de combien les deux bords de fracture remontent. Savoir si j'ai trop serré ou si j'ai pas assez serré. Tout en tenant compte que la couche de bois qui est en surface dans la fracture, c'est rempli de colle, donc à gonfler. Donc c'est normal que ça se lève un peu. Mais il ne faut pas trop serrer non plus. Hein, voilà. Donc la fracture qui est là et la fracture qui est ici. Et la plus grave, bien sûr, c'est celle-là. Voilà. Fente à lame, ça s'appelle une fente à lame, voilà. Alors après, je vais être obligé de retourner ici, et là, comme il y a lame qui appuie ici, je vais être obligé de faire une pièce de bois ovale, avec le fil légèrement de travers, pour faire un peu effet contreplaqué, pour consolider la fracture. Parce que sinon, l'âme va finir par rouvrir la fracture à cet endroit. Et je vais mettre des taquets tout du long. Voilà. Des petits taquets de bois que je vais coller. Voilà. S'appréhender un savoir, c'est une connaissance qui doit résonner en nous. Quelle mémoire va-t-on solliciter quand on se gave de savoir absolu qui ne correspond pas du tout à ce qu'on est? C'est monstrueux, moi je trouve. C'est monstrueux. On n'est pas nous-mêmes. Alors, j'ai été orientée dans le secteur scientifique et j'ai été jusqu'au bout de mon cursus, c'est-à-dire que j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en horticulture en métropole. Ça a été laborieux, mais bon, je l'ai eu.
y a eu des signaux d'alarme, j'aurais dû arrêter. Mais bon, le désir parental, le mien, qui était apparenté au désir parental. Et puis une fois qu'on est lancé, c'est vraiment difficile de changer de voie. Et je ne savais pas que j'étais panuelle, je ne le savais tout simplement pas. Et puis après une période de chômage, j'ai eu mes enfants. C'était une période sereine, mais à un moment donné, j'avais besoin de travailler. Et à ce moment-là, donc une amie me dit à la volée, mais pourquoi tu couds pas? Tu as de l'or dans les mains. Cette histoire d'or, c'était extraordinaire. Moi je voyais rien, mais elle voyait. Donc j'ai eu besoin de m'accrocher à cette petite phrase. Bien sûr, ça a été plein d'incertitudes, de manque de confiance en soi. C'est parti de très petit. J'avais aucun moyen. Je suis partie d'une machine à coudre que ma mère m'avait donnée. J'ai commencé à coudre dans ma chambre. Voilà. J'ai déménagé en métropole. Il y a des patrons qui m'ont fait confiance sur... voilà, j'avais pas de formation couture, mais ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné des postes à responsabilité. Ça m'a appris mon métier. En fait, je me suis vite aperçue que le fait de rendre service en ayant retouché un vêtement ou en l'ayant amélioré, c'était créatif en soi. C'était pas brillant, c'était pas... je pouvais pas passer sur un défilé de mode, c'est sûr, parce que c'était mon idée de première, le défilé de mode. Mais en fait, c'était pas mon truc. Donc j'ai eu toute une période effectivement à gagner ma vie avec la retouche. Mais le résultat était toujours gratifiant. C'est des petites touches, voilà. Et donc c'est des petites touches et aussi c'est de la réparation. Ça me répare moi, ça répare d'autres personnes. Et petit à petit, je laisse tomber ce côté réparation. Ça m'intéresse de moins en moins. Je vois bien. Cette machine a été une vraie promotion pour moi. C'est une machine industrielle.
très vite. Elle est puissante. Et je l'ai pour toute la vie. Et c'est un signe de, du moins pour moi, que mon atelier est professionnel. Que c'est pas du bricolage. Et tu as un rêve de réalisation d'œuvres en couture? À vrai dire, non. 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 Je suis désolée. Non, mais ce challenge-là, je ne l'ai pas. Par contre, il me semble, bon, à regarder, mon challenge, il est plus financier. D'accord. Parce que je me suis retrouvée donc seule à élever mes 2 enfants. Donc le challenge, il était sur la stabilité financière. Ouais. Ouais. Et en fait, comme rien n'est acquis et qu'il y a toujours des hauts et des bas, c'est toujours un challenge, même si je me sens en sécurité maintenant, alors que je ne me le sentais pas avant. Faire de la déco, oui, moi ça me plaît plus, c'est plus mon truc. Et ma fille, elle se fait plaisir en faisant ses vêtements, plutôt. Voilà. D'accord. Elle n'aimait pas trop que je lui donne des leçons, que je sois directive et qu'il y ait Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas de cours de couture. Donc elle a fait ce qu'elle a voulu avec des chutes. C'était pas l'essentiel, c'est de se découvrir avec plaisir. Voilà. Il y a des personnes qui me disent que j'habite mon métier et c'est complètement ce que je ressens. J'ai voulu au départ entrer dans les beaux-arts parce que je voulais être artiste quand j'étais petite. Et finalement, lors des concours, ça
c'est pas passé comme je le souhaitais. Donc je me suis dit que finalement, j'abandonnais un peu le projet. J'étais un peu perdue, je savais que j'avais envie de travailler avec mes mains. Je savais pas exactement comment, et c'est mon père qui est très bricoleur et qui a toujours été sensible un peu aux arts, qui m'a orientée vers l'ébénisterie. Il m'a dit bah, si tu veux, pourquoi pas ce métier. Et quand on est quand on fait un lycée, enfin quand on est en lycée en bac général, que tout se passe bien entre guillemets, on ne nous oriente pas du tout vers les métiers manuels en fait à la base. On va plutôt vous pousser à faire une fac ou une école supérieure, mais surtout pas tourner, voilà, aller faire un CAP en lycée pro. Et du coup, on m'avait pas du tout parlé de ce métier. Et pourtant, quand je suis allée rencontrer des ébénistes, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais, parce que ça mêlait l'art, l'artisanat, enfin le travail avec les mains, et le côté un peu mathématique, physique, chimique de tous les produits, tout ça, les calculs. Et voilà, et j'ai vraiment trouvé que ça me correspondait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et pourtant, j'y suis arrivée tard, malgré moi, parce qu'on est dans une société où on ne nous oriente pas du tout vers ces métiers-là à la base, quoi. C'est un peu un truc qu'on nous dit quand on est petit, en fait. Travaille bien à l'école si tu veux faire des études. Ça veut dire, ça veut dire que si tu travailles pas et que tu te retrouves à faire un CAP, t'es mauvais. C'est vraiment, c'est un peu systématique. Quand je dis aujourd'hui que je suis ébéniste, les gens sont émerveillés, alors que malgré ça, j'ai l'impression que dans leur tête, malgré tout, ils se diront « Ah, moi, j'aurais pas fait ça quand même. Trop dur, ou c'est quoi ça ?» Enfin, les gens connaissent pas en fait notre métier. Le fait d'évoluer tous les jours, d'en apprendre tout le temps, c'est très gratifiant. Le fait de voir les choses évoluer sous nos mains en un clin d'œil, surtout le bois, c'est absolument magique. Enfin, on part d'un bout de bois tout sec, tout un peu moche d'apparence, et voilà, on l'habille un peu, on le travaille un peu, et puis il dévoile des odeurs, des couleurs. C'est vraiment une odeur d'huile essentielle. Je saurais pas dire laquelle. C'est très sucré, et tout à l'heure en le dégauchissant, j'avais des abeilles qui venaient dans l'atelier. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas. Il y a un maître d'apprentissage qui t'a plus marqué que d'autres, c'est quand même une relation particulière, non? Ouais. Oui, alors Monsieur Barbier, mon maître d'apprentissage quand j'ai en BTM tapissier à Nantes, Ouais. qui était hyper professionnel, absolument adorable, et voilà, qui savait gérer une entreprise, qui savait gérer les gens, qui était cool malgré tout ça. Enfin voilà, un modèle quoi. On est très proches, on est dans des petits ateliers, donc on est toujours ensemble, on partage plein de choses. Et puis... Sophie, c'est bon? Oui, presque. Il y a juste ici. Quoi? Peut-être une retouche. Pour l'aubier? Pour l'aubier, ouais, ce qu'on a fait. Alors attends, là on est à l'intérieur. En haut, en vue de face? Ah, En bas. tu veux... En bas. Au bout de noix, il y a la mèche coton? Ok, bah... Je voulais vous laisser faire comme vous aviez commencé, mais... Ah non, pas du tout, hein. Je le fais? S'il vous plaît. Ok. S'il te plaît, tu le fais. Tes bois. Alors les bois, on va les mettre ici. Bon. Alors moi, il aurait fallu laisser sécher un petit peu. Non, non, graine pas avec ça. Prends celui-là. Ça. Ah oui. Ouais. Je soufflerai bien. Ou un œuf, non, non, attends. Le mec, c'est pas ce qu'il veut, tu vois. Parce que là, ça va mettre de l'extrait sec de l'eau. Voilà. Ah bah c'est bien là. Ah bah voilà, c'est chouette ça.
Ah bah voilà, ouais. Ouais, c'est très bien. Allez, j'emmène ça. Bah non, c'est pas ça, c'est que je veux pas que tu m'aides. Ça, c'était ton chiffon, je vais récupérer le chiffon. Pas de question. Je te remercie, mais c'est juste que je veux pas le marquer en fait. Ouais, tout seul, il y a moins de risque de cogner en fait. Bah ouais. Ok. Pendant quelques années, j'ai appris, en même temps que je traînais à la fac, à corriger les bouquins, voilà, ce qu'on appelle la typo, la grammaire, l'orthographe. Et je suis rentré comme ça dans l'édition, dans plein de maisons d'édition, en freelance. Arrivé vers 30 ans, bah, en fait, je m'ennuyais dans tous ces beaux habits, ces beaux bureaux, ces beaux ascenseurs. C'était à Paris, entre Hewlett Packard, Coca-Cola, c'était classe. On avait des réunions, on avait la clim, on était en open space. Le rêve, quoi. Le rêve, quoi. Et un beau salaire, une prime de 5000 €, le rêve. Mais c'était très ennuyeux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place le projet de changer de métier pour aller vers un métier qui m'a toujours passionné, l'ébénisterie, le travail du bois. Voilà. Et là, j'ai fait une rencontre un peu extraordinaire. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Pascal Rabin, qui est un maître compagnon du Tour. Ce monsieur a compté et compte énormément pour moi. Je le considère comme mon maître référent, absolument. L'ébénisterie, c'est un métier tellement riche, tellement dur que si à un moment donné on fait pas œuvre d'humilité, enfin peu importe, avec son corps, avec son esprit, enfin, je veux dire, on peut pas y arriver. Moi j'ai sans doute été con avec mon corps, puisque c'est pas les machines qui sautent sur les doigts. Bon, après, d'une manière un petit peu triste, mais en même temps réaliste, il y a 30% des boiseux qui sont amputés, qu'on touché, on dit touché, qu'on touché. 30% des gens qui travaillent le bois. Entre charpentiers, menuisiers, ébénistes, loutiers, enfin voilà, les gens qui travaillent aux machines. Ça fait partie du métier. Moi, je donne de leçons à personne. Hein. Ou alors, si j'en donne, attention, comme on dit, hein, vaut mieux perdre un bout de bois qu'un bout de doigt. Hein, je te montre pas mes pieds parce que là... Quand un maître compagnon il décide de transmettre à ses apprentis, il va transmettre aussi une posture. Un peu comme dans les arts martiaux, il peut avoir certaines philosophies de vie. Il y a un peu la même chose dans l'artisanat des compagnons, c'est-à-dire qu'il y a une posture spirituelle, donc déjà d'amour de ce qu'on fait. On se donne à son artisanat, donc il va y avoir un souci d'exigence, avec pour certains un souci d'excellence. Un artisan, pour moi, participe des choses de l'esprit. Un artisan, pour moi, c'est pas le cordonnier qui a collé la semelle et qui la rend. C'est le cordonnier qui aide la personne à marcher. Moi, je me refuse, comme artisan, à être juste un technicien de la matière qui va donner un objet fonctionnel. Moi, je crois aux pierres qui pensent. Hein. Enfin, j'y crois. J'ai toujours pensé que moi, mes bois, je leur parle la nuit, j'y vais. Ce que ça m'apporte quelque chose de totalement absolu, parce que je peux m'exprimer, je peux régler mes comptes psychologiquement, je peux créer, si j'ai envie de créer ce que je veux, parler du monde comme je le veux, comme je l'entends, je peux me défouler parce que c'est un métier très physique. C'est sensuel et charnel, je touche, je sens le bois, donc mon corps il est en totale fusion avec mes bouts de bois, je m'éclate, je parle des fois de déesse du bois, tu vois, je suis dans mon trip total, quoi. C'est pour délirer, j'aime bien délirer aussi. Mais ce que je veux dire, le bois c'est... Moi je dis, quand quelqu'un est pas bien, quand quelqu'un est trop bien, il faut qu'il aille travailler la matière, quelle qu'elle soit, de l'argile. Pourquoi ? Parce que la matière, c'est quelque chose de... Un objet transitionnel, je ne sais pas trop comment on dit, qui nous permet de faire passer énormément d'énergie, qui sortent et qui reviennent. Okay, il y a un effet comme ça, un effet miroir, il y a un effet introspectif dans le rapport à la matière qui nourrit, mais qui nourrit tout le monde, pas que moi. Moi, avant, j'étais dans les bureaux, mais j'étais bien avec mes sous-mains, j'allais le week-end, je faisais ce que je voulais, je pouvais aller à Madrid un week-end, j'étais content, tout ça.
mais il manquait quelque chose. Si dans la vie, à un moment donné, on ne comprend pas qu'on a besoin de s'exprimer au travers de quelque chose, on n'est pas bien. Moi, je pense que c'est quelque chose, ça pour le coup, qui est totalement absolu. On doit s'exprimer avec les mots, avec les mains, avec le corps, avec ce qu'on veut, mais il faut que ça sorte. La danse, le dessin, le bois, la sculpture, l'écriture, le chant, mais il faut que ces énergies qu'on a sortent. Donc, de facto, moi, dans ma folie, avec mon bois, il y a tout. Il y a tout, c'est absolu. Demain, je vais en prison, je demande un atelier, c'est tout. Perché sur mon travail de sculpture, j'oubliais tout ce qui m'entourait. Mozart s'assoupissait au creux du magnétophone. La flamme du poêle ne dansait plus sur le mur de l'atelier. C'était un transfert hors du temps où toute l'attention extrême d'un but à atteindre faisait abstraction de l'environnement immédiat. C'était selon la pénibilité d'un dégrossissage ou la finesse d'un travail à concrétiser, corps et âme exaltés jusqu'à l'ultime accord. Une lutte où venaient s'insinuer le doute et l'incertitude, pour enfin finir en beauté.